Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation à participer à votre congrès. Alors évidemment en virtuel du fait de la situation sanitaire actuelle. J'aurais bien aimé être parmi vous, mais c'est quand même bien qu'on puisse échanger même si c'est via des caméras interposées. Alors le sujet qu'on m'a confié aujourd'hui, c'est de vous parler des nouvelles molécules antirétrovirales. Il y a pas mal de progrès sur la question et donc évidemment, pour tenir dans les temps, j'en ai sélectionné quelques-unes sur lesquelles il y avait des résultats assez avancés et intéressants que je vais partager avec vous. Alors, vous savez bien que toutes les étapes du cycle viral du VIH sont potentiellement une cible pour les antirétroviraux et donc il y a actuellement certaines nouvelles molécules qui ciblent soit des enzymes qui étaient déjà ciblées par des anciennes classes ou alors des nouvelles classes avec des nouveaux mécanismes d'action. Et c'est ça qu'on va aborder actuellement. Alors, voilà essentiellement les molécules dont je vais vous parler. Tout d'abord, on va parler de l'attachement du virus sur la cellule lymphocytaire CD4 avec les inhibiteurs d'attachement et les inhibiteurs post-attachement. Et ensuite, on va parler de médicaments qui agissent à des étapes beaucoup plus tardives du cycle, comme les inhibiteurs de capsid ou les inhibiteurs de maturation. Alors, commençons d'abord par l'inhibiteur d'attachement. Et celui qui est le plus avancé actuellement, c'est le fostemsavir. Donc, c'est une molécule qui s'administre par voie orale. Vous voyez ici la GP120 avec la boucle B20, B21 sur la surface du virus qui va se lier à la molécule CD4 à la surface du lymphocyte CD4. Et en fait, le fostemsavir est une prodrogue du temsavir. Donc, quand le médicament se lie au niveau de la GP120 sur la protéine de surface du virus, ça va entraîner des modifications conformationnelles de cette boucle B20, B21 ici que vous voyez en bleu. Donc, cette boucle va changer de conformation et ne va plus permettre l'attachement entre la glycoprotéine de surface et la molécule CD4. Donc ça, c'est un mécanisme tout à fait original qui va empêcher l'attachement du virus sur la cellule CD4. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette molécule? Alors, c'est actif sur tous les virus VIH1, à l'exception, ça c'est important, ça n'est pas actif sur le sous-type AE, qui n'est pas très fréquent, mais quand même, et ça n'est pas actif sur le VIH1 de groupe O. Ça n'est pas impacté par le tropisme du virus, donc c'est actif sur les virus qui utilisent CCR5 ou CXCR4, et ça a un profil de résistance tout à fait original, et il n'y a pas de résistance croisée avec les autres molécules antirétrovirales qui appartiennent à d'autres classes. Alors, cette molécule a été testée dans un essai thérapeutique chez des patients lourdement pré-traités, de deux façons. Donc, c'était l'essai Bright, pour lequel on a des résultats maintenant à S96. Donc, dans cet essai, il y avait d'abord une étude randomisée, chez des patients qui étaient en échec de traitement, mais pour lesquels il restait au moins une molécule active commercialisée. Et puis, pour les patients qui étaient en échec de traitement, mais pour lesquels il n'y avait aucune molécule active, eux n'ont pas participé à l'essai randomisé. Ils ont été inclus dans un essai ouvert, un seul bras, où ils ont bénéficié d'emblée du fostemsavir, plus un traitement optimisé selon les résultats du génotype. Les autres, ceux qui avaient au moins une molécule active, ont été randomisés pour recevoir soit un traitement optimisé et le fostemsavir, ou un traitement optimisé selon le résultat du génotype avec le placebo. Tout ça était en double aveugle. Le double aveugle était uniquement pendant 8 jours. On a testé en fait l'effet de cette molécule et ensuite tout le monde a reçu le fostemsavir en ouvert avec le traitement optimisé. Donc vous avez ici les résultats en termes d'efficacité virologique définis par une charge virale à moins de 40 copies chez ces participants. Donc vous voyez que dans la cohorte randomisée, c'est-à-dire ceux qui avaient au moins une molécule active en plus du fostemsavir, on a 60% des participants qui sont en succès virologique à S96. Et dans la cohorte non randomisée, donc en gros, ça revient à une monothérapie fonctionnelle, puisque c'est des participants qui n'avaient aucune molécule active en dehors du fostemsavir. Là, on a 37% d'efficacité. Donc, on a la même chose ici lorsqu'on pouvait modifier le traitement optimisé s'il y avait un échec. Donc là, les résultats sont un peu améliorés. On passe à 80-88%
d'efficacité et dans l'accord non randomisé, lorsqu'on a le droit dans un deuxième temps de modifier le traitement optimisé, on passe à 60 à 70% de charge virale contrôlée. Passons à une autre molécule, donc c'est un inhibiteur post-attachement. Donc là, c'est tout à fait nouveau dans l'arsenal thérapeutique. C'est un anticorps anti-CD4. Donc c'est une molécule dont la cible est cellulaire. Ce n'est pas une cible virale, c'est une cible cellulaire. Et donc il s'agit de l'ibalizumab qui s'administre par voie intraveineuse. C'est une perfusion intraveineuse. Donc vous avez ici la GP120 du virus, vous avez ici la molécule CD4. Et l'ibalizumab va venir se fixer sur la molécule CD4, modifier la conformation et empêcher par encombrement la liaison GP120, l'attachement GP120 avec la molécule CD4. Donc voilà, vous avez ici le mécanisme. Là, vous avez en l'absence d'ibalizumab ce qui se passe. Vous voyez ici, la molécule CD4 se lie à la GP41 et ensuite il y a l'attachement à la surface du virus. Ici, en présence d'ibalizumab, la molécule CD4 se lie quand même à la GP120, mais il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas d'attachement de la surface virale à la surface cellulaire. Alors, l'ibalizumab est actif contre tous les sous-types du VIH1. Il est actif contre les virus qui ont un tropisme CCR5 ou CXCR4. Il n'y a pas de résistance croisée avec les autres classes antirétrovirales. Il n'y a pas d'antagonisme avec d'autres médicaments. Il y a même une synergie avec l'enfuvirtide, donc qui est le T20, qui a été démontré in vitro. Il n'y a aucune interaction avec les antirétroviraux commercialisés. Et il n'y a pas d'interactions qui ont été identifiées avec d'autres molécules dans les essais cliniques. Alors, donc c'est un anticorps monoclonal qui est contre le domaine 2 du CD4, pas de résistance. Et la mode d'administration, ce qui est intéressant, c'est une voie intraveineuse, une perfusion tous les 15 jours. Donc, c'est quand même assez lourd en termes de mode d'administration. Ça nécessite une perfusion intraveineuse tous les 15 jours. Alors, l'ibalizumab a été testé dans un essai, là aussi, chez des patients qui avaient un virus multirésistant. Et donc, on a chez ces patients-là, tout d'abord, pendant 7 jours, on ne fait rien. On poursuit le traitement qu'ils reçoivent. Et donc, on s'assure que la charge virale n'évolue pas spontanément pendant les 7 premiers jours. Pourquoi? Parce qu'il a été montré que quand un patient est inclus dans une étude, souvent, il prend mieux son traitement. Et donc, c'était pour vérifier qu'en fait, ces patients étaient en échec virologique, pas parce qu'ils ne prenaient pas bien leur traitement. Donc, on a 7 jours, on a une observation. On vérifie que la charge virale n'évolue pas entre J0 et J7. Ensuite, on a une première dose de charge d'ibalizumab à J7. Et ensuite, entre J7 et J14, on ne change pas le traitement. À J14, on optimise le traitement antirétroviral selon les critères du génotype. Le critère principal de jugement ici, c'est J14, c'est-à-dire après 7 jours d'ajout de l'ibalizumab au traitement antérieur. Donc avant qu'on optimise le traitement. On va juste regarder quel est l'effet de rajouter l'ibalizumab au traitement avec lequel le patient était en échec. Critère principal de jugement, c'est une diminution de la charge virale de plus de 0,5 log. Et ensuite, on a bien sûr les doses d'entretien tous les 15 jours. Et on a un autre critère qui est AS24 avec la tolérance, la charge virale et les CD4. Je vous rappelle, là, pour entrer dans cette étude, les patients devaient avoir un virus pour lequel il y avait au moins encore un antirétroviral actif, en plus de l'ibalizumab, pour qu'on puisse, à ce moment-là, quand on optimise le traitement, utiliser cette molécule qui est encore active. Donc là, vous avez le descriptif des patients qui ont été inclus. Vous voyez que la charge virale en médiane sous traitement inefficace était à 4,6 log. 7 participants ici avaient une charge virale supérieure à 100 000 copies sur le total des participants. Et puis là, vous avez les résistances. À 93% avaient des résistances à la classe des inhibiteurs nucléosidiques, 93% des résistances aux inhibiteurs non nucléosidiques, 90% aux antiprotéases, 70% aux inhibiteurs d'intégrase. Et quand on regarde résistance à toutes les molécules de la classe, 65% pour les NUC, 65% résistants à tous les non-NUC, 63% de résistance à toutes les antiprotéases, 50% de résistance à tous les anti-intégrases. Donc vous voyez quand même, c'était des patients qui avaient un passé thérapeutique important et un virus vraiment multirésistant. Voilà le score de sensibilité génotypique à l'entrée dans l'étude. 13% avaient 0 molécule active. Normalement, ils n'auraient pas dû participer puisqu'il fallait avoir au moins une molécule active.
30% avaient une seule molécule active, 45% avaient encore deux molécules actives et 13% avaient encore au moins trois molécules actives. Vous avez ici les résultats donc, à S25 en termes de diminution de la charge virale et d'obtention de charge virale indétectable. Vous voyez ici quand même qu'en fonction des CD4, la réponse n'était pas la même. Chez les patients très immunodéprimés, la réponse était assez mauvaise. Je vous rappelle quand même que c'est un anticorps anti-CD4, donc quand il n'y a pas de CD4, c'est difficile que ce médicament agisse. En revanche, quand les CD4 sont au-dessus de 50, on a des décroissances importantes de la charge virale. Et vous avez ici les niveaux d'indétectabilité qui sont clairement mauvais au seuil de 50 copies quand on a moins de 50 CD4 à l'inclusion. Mais dès qu'on a plus que 50 CD4, on est à 60% de participants avec une charge virale indétectable à S25. Et si on met le seuil à 200, on est à 70% de participants avec une charge virale inférieure à 200 à S25. C'est exactement la même chose pour les plus de 200 CD4. Donc, vraiment, le cutoff de CD4, c'est 50. En dessous de 50, ce n'est pas très utile. Au-dessus de 50, là, clairement, on a des résultats qui sont très, très prometteurs. Alors là, il n'y a pas de surprise, en fonction du score génotypique à l'inclusion, donc du nombre de molécules actives qui ont été inclus dans le traitement optimisé, on a bien sûr une meilleure réponse. Ceux qui avaient 0 ici, eh ben, on a 20% de succès virologique. Une molécule active en plus de l'ibalizumab, on est à 42% d'indétectabilité. Deux molécules actives, 50% d'indétectabilité. Donc bien sûr, c'est mieux quand il y a une autre molécule, au moins une autre molécule qui accompagne l'ibalizumab. Donc, en conclusion, c'est actif sur 82% des virus pseudotypés de diverses origines géographiques. Comment se fait la résistance, puisque la cible est vraiment cellulaire? Eh bien, la résistance se fait par les pertes de sites de glycosylation dans la région V5 N-terminale du médicament. Et donc ça, c'est des choses qui continuent à être creusées pour essayer d'avancer sur la résistance. On va maintenant parler des inhibiteurs de maturation ou des inhibiteurs de capsid. Donc, tout d'abord, inhibiteur de capsid. Donc, vous voyez là, ça va empêcher la capside de se transformer en hexamère. Et donc, si la capsule n'est pas composée d'hexamère, elle n'est pas efficace, elle ne permettra pas l'infection d'une cellule CD4. Donc, le candidat là, c'est le lenacapavir, qui est un inhibiteur de capsid, qui s'administre par voie sous-cutanée une fois tous les 6 mois. Donc, un vrai progrès thérapeutique. D'abord, le sous-cutané, c'est plus facile que l'intraveineux, c'est plus facile que l'intramusculaire. Et ensuite, c'est une fois tous les 6 mois. Ça va agir, bien sûr, en inhibant l'assemblage de la capside en fin de cycle, mais il semblerait qu'il y ait aussi une activité en début de cycle sur le désassemblage et le transport de l'ARN vers l'ARN et l'ADN double brin ensuite vers le noyau. Alors, c'est actif contre tous les sous-types majeurs du VIH1, c'est actif quel que soit le tropisme du virus CCR5 ou CXCR4. Il n'y a pas de résistance avec les autres classes, ça c'est assez logique, puisque ce produit a été testé d'abord en monothérapie sur 10 jours. Vous voyez ici ce qui s'est passé chez des patients qui étaient naïfs d'anti-intégrase, qui ont eu une dose sous-cutanée de médicaments ou le placebo, et ensuite à J10, on a mis à tout le monde une trithérapie avec bictegravir, FTC, tenofovir alafénamide. Et là, vous avez la décroissance entre J0 et J10 du virus en monothérapie de lenacapavir. Et vous voyez qu'aux doses élevées, on a une diminution qui est aux alentours de moins 2 log en 10 jours, ce qui est tout à fait important, qui témoigne d'une puissance importante de cette molécule. Et puis là, vous avez les courbes de pharmacocinétique qui montrent que clairement, on peut donner cette molécule une fois tous les 6 mois par voie sous-cutanée. Alors, ça a été testé dans une étude qui s'appelle Capella, qui était destinée à des patients avec des virus multirésistants. Là aussi, un peu sur le même design qu'avec le fostemsavir. Chez les patients qui avaient encore un peu d'options, il y avait une cohorte randomisée. On avait soit le lenacapavir, soit un placebo avec un traitement optimisé à partir de J15. Donc, d'abord 15 jours avec uniquement le rajout du lenacapavir ou du placebo au traitement en échec. Et ensuite, on passe au lenacapavir plus traitement optimisé, on optimise le traitement. La cohorte non randomisée en ouvert, donc 15 jours de lenacapavir par voie orale et ensuite le lenacapavir avec le traitement optimisé d'emblée.
Le critère principal de jugement, là aussi, c'était la diminution de la charge virale de plus de 0,5 log à J15, donc après uniquement l'ajout du lenacapavir avant d'optimiser le traitement antirétroviral. Donc, vous avez ici les résultats de la monothérapie fonctionnelle. Donc, à J15, il y avait quand même 88% des individus à J15, juste avec le rajout de la molécule, qui avaient une charge virale indétectable, versus 17% dans le bras placebo. Alors, j'insiste quand même, les effectifs sont très faibles. C'était 24 et 12, petits effectifs, mais quand même. Et là, vous avez donc la diminution de la charge virale. Je vous rappelle, le critère principal, c'était une baisse d'au moins 0,5 log. Et vous avez ici à J15 une baisse de moins 2 log pour ceux qui ont reçu le lenacapavir et moins 0,29 pour ceux qui ont gardé le traitement inefficace et qui avaient le placebo pendant les 15 premiers jours. Donc, des résultats très, très intéressants de ce traitement. Et puis là, vous avez les résultats dans la cohorte randomisée à S26. À S26, vous voyez, donc on a 80% des participants qui ont une charge virale indétectable. C'est quand même très, très impressionnant. Et puis là, c'est effectivement les résultats en fonction du nombre de molécules qui étaient actives dans le traitement optimisé. Donc, pour accompagner le lenacapavir, 0 molécule, on avait 67% de succès. Une molécule, 86% de succès. 2 molécules, 81% de succès. Donc, vous voyez clairement, il faut avoir une molécule en plus pour accompagner ce médicament et c'est beaucoup mieux que de l'avoir en monothérapie fonctionnelle. Enfin, des données très préliminaires sur un inhibiteur de maturation par la firme GSK. Donc, vous avez ici, pour ce médicament-là, la décroissance de la charge virale en monothérapie fonctionnelle pendant 10 jours. Et en fait, on arrête le traitement à J10. Et en fait, il y a une bonne décroissance de la charge virale, vous voyez, avec ce traitement. La seule chose, c'est que dès qu'on arrête, quelques jours après, on a émergence de virus résistants. Donc là, les virus jaunes ici, qui sont entourés en jaune là, sont des virus où il y a un début d'apparition de la résistance. Et les virus entourés en rouge sont des virus, pareil, où il y a de la résistance. Donc visiblement, barrière génétique assez faible. Dès que les concentrations ne sont plus optimales, on a sélection de mutation de résistance qui apparaît. Donc attention avec cette molécule. Clairement là, il faut qu'elle soit bien accompagnée. Ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire de la monothérapie fonctionnelle et probablement une barrière génétique qui n'est pas optimale face à la résistance. Pour finir, juste pour faire une petite synthèse sur les nouvelles molécules, en fonction du VIH de groupe O ou du VIH2, qui peut aussi être une préoccupation. Le fostemsavir ne fonctionne pas sur le VIH1 groupe O et ne fonctionne pas sur le VIH2. L'ibalizumab, on est en train de le tester sur le VIH1 groupe O. On sait maintenant que pour le VIH2, cette molécule est active. Le lenacapavir est actif sur le VIH1 groupe O. Les travaux sont en cours pour le VIH2. Le cabotegravir, donc qui est l'anti-intégrase cousin du dolutegravir qui se donne par voie intramusculaire, est actif sur le VIH1 groupe O et sur le VIH2. Et pour l'inhibiteur de maturation, qui est le dernier de la série, on n'a pas encore de données sur le groupe O et pas encore de données sur le VIH2. Je vous remercie pour votre attention. On dit, devrait-on garder ces nouvelles molécules pour les patients infectés par des souches VIH multi-R ou les prescrire d'emblée vu la facilité d'administration? Bon, je vous laisse répondre. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, quand on voit l'ibalizumab, par exemple, c'est des perfusions intraveineuses tous les 15 jours. Là, ça semble assez compliqué de l'intégrer dans un traitement chez un patient qui a plein d'options thérapeutiques, notamment des options en un seul comprimé une fois par jour. En revanche, que ce soit le lenacapavir qui est en sous-cutané une fois tous les 6 mois ou d'autres molécules comme le fostemsavir par exemple qui est par voie orale, ceux-là sont en train d'être testés maintenant à des phases plus précoces de l'infection. Donc au début, effectivement, ils ont été testés, les premiers résultats qui sont encourageants chez des patients qui sont en multi-échec. Le lenacapavir est en train d'être testé maintenant en première ligne de traitement, donc injection sous-cutanée une fois tous les 6 mois, mais il lui faut un compagnon, donc il ne peut pas être tout seul. Et toute la difficulté, c'est de trouver le compagnon qui pourra se marier le mieux avec cette molécule qui se donne une fois tous les 6 mois. Mais effectivement, on est en train de remonter les lignes maintenant et d'essayer de tester ces nouvelles molécules chez des patients à des stades très précoces, voire dès la première ligne. L'autre chose intéressante, c'est que ces molécules-là, par exemple le lenacapavir, est aussi testé en PrEP,
Oui, une injection sous-cutanée tous les 6 mois, c'est comme un vrai progrès dans la PrEP. Il n'y a plus de problème d'observance, il n'y a plus de problème de calculer avant, après le rapport sexuel, etc. Donc, c'est en train de remonter les lignes, d'être testé beaucoup plus précocement chez les patients vivant avec le VIH, et c'est aussi en train d'être testé en PrEP. Très bien, merci. Moi, j'ai une petite question avant de voir d'autres commentaires aux questions. Je voulais parler des anti-CD4. Est-ce que cet essai clinique est encore en cours? Et puis, éventuellement, est-ce qu'il y a eu des effets indésirables? Parce que bon, les résultats sont assez intéressants. On a vu qu'il peut y avoir même de la résistance. Mais qu'est-ce qu'on a après 2018 de cette molécule et puis effet indésirable? Alors, l'essai est totalement terminé. Le médicament, enfin le dossier d'enregistrement du médicament a été déposé. Et là, en France, par exemple, le médicament est autorisé. Hein, ce n'est plus en essai, il est autorisé. On peut le prescrire directement, mais il est réservé aux personnes qui sont avec des virus multirésistants dans le libellé de l'autorisation de mise sur le marché. Et comme effet indésirable, il n'y a pas eu grand-chose, à part la contrainte de venir à l'hôpital tous les 15 jours, c'est quand même une perfusion intraveineuse tous les 15 jours. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'effets indésirables qui ont été décrits, en tout cas pas de problème d'infection ou pas de problème lié au fait qu'on ait des anticorps anti-CD4. Mais c'est assez préliminaire, il y a assez peu de patients dans le monde qui ont reçu cette molécule.